Alors la monnaie, c'est quelque chose qu'on utilise absolument tous les jours, sans même y réfléchir. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté pour se demander qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien vous allez voir, la réponse est beaucoup plus surprenante qu'on ne l'imagine. Allez, on plonge dedans. Pour commencer, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez un monde sans aucune monnaie. Pas de pièces, pas de billets, pas de carte de crédit, rien. Juste du troc. Disons qu'un boulanger, qui a plein de pain, a besoin d'une nouvelle trousse. Ça paraît simple, non? En réalité, c'est le début d'un véritable casse-tête logistique. Et voilà, on touche au cœur du problème avec le troc. C'est un vrai cauchemar. D'un côté, l'échange est presque impossible. Il faut que notre boulanger trouve quelqu'un qui a la trousse qu'il veut, mais il faut aussi que cette personne, pile à ce moment-là, ait envie de pain. C'est ce que les économistes appellent la double coïncidence des désirs. Un nom un peu savant pour dire que c'est quasi mission impossible. Et ensuite, la valeur. Combien de pain pour une trousse? 1, 2, c'est une négociation sans fin. Et tout ce temps perdu. C'est là qu'on voit, à droite, la solution. La monnaie arrive. Et hop, comme par magie, tout devient simple, fluide, instantané. Face à ce chaos du troc, la monnaie, ce n'est pas juste un truc pratique. Non, c'est une invention absolument géniale, qui possède 3 fonctions essentielles. On pourrait même dire 3 super-pouvoirs qui structurent toute notre économie. Le premier super-pouvoir, c'est celui d'intermédiaire des échanges. Fini la galère de trouver le partenaire parfait, la monnaie est acceptée par tout le monde, partout. Ce qui rend possible son deuxième pouvoir, devenir une unité de compte. D'un seul coup, tout a un prix et on peut tout comparer. Une baguette, une voiture, un appartement, tout est mesurable avec la même échelle de valeur. Et enfin, son troisième pouvoir, et non des moindres, c'est une réserve de valeur. On peut mettre de l'argent de côté pour le dépenser plus tard. Ces 3 fonctions, ensemble, sont les fondations de nos économies modernes. En parlant de réserve de valeur, cette pyramide montre bien où la monnaie se situe dans notre patrimoine. Tout en bas, on a les actifs qu'on appelle réels, comme un immeuble. C'est solide, mais pas facile à vendre du jour au lendemain. Juste au-dessus, on trouve les actifs financiers, comme des actions. Et tout en haut, la monnaie. Sa force incroyable, c'est sa liquidité. C'est le seul actif qu'on peut utiliser immédiatement, sans délai, sans frais, pour acheter absolument n'importe quoi. C'est l'huile qui fait tourner les rouages de l'économie. Bon, on a vu les fonctions pratiques, les super pouvoirs de la monnaie. Mais tout ça ne tiendrait pas une seconde sans un ingrédient secret, un ingrédient complètement invisible mais absolument essentiel. La confiance. C'est ça le vrai socle de tout notre système monétaire. Pour bien comprendre ça, il faut changer de perspective. Il faut voir la monnaie non pas comme un objet, mais comme une institution sociale. L'économiste Douglas North l'a très bien résumé avec cette phrase « Les institutions, ce sont les règles du jeu d'une société ». Eh bien, la monnaie, c'est exactement ça. C'est une règle du jeu, une convention sociale à laquelle on adhère tous, la plupart du temps sans même s'en rendre compte. Et ça nous amène au cœur du réacteur, la monnaie fiduciaire. Ce mot vient tout droit du latin fidus, qui veut dire confiance, bien sûr. Réfléchissons-y 2 secondes, un billet de banque, ce n'est qu'un morceau de papier coloré. Sa valeur ne vient pas du tout de son support physique, elle vient uniquement de la confiance totale qu'on place dans l'institution qui l'émet, généralement la banque centrale, qui garantit sa valeur. Mais cette confiance, elle est plus complexe qu'il n'y parle. On peut l'imaginer comme un temple qui reposerait sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la confiance méthodique. C'est la confiance qui naît de l'habitude. Ça marche tous les jours, quand on achète notre pain, quand on reçoit notre salaire, donc on continue d'y croire. Le deuxième, c'est la confiance hiérarchique. Là, on fait confiance à l'autorité, à l'État, à la banque centrale, qui se porte garant du système. Et enfin, peut-être le plus important, la confiance éthique. C'est la conviction partagée que tout le monde va respecter les règles du jeu. Si un seul de ces piliers se fissure, c'est tout l'édifice qui est en danger. Maintenant qu'on a compris ça, regardons un peu comment la forme même de la monnaie a évolué à travers l'histoire. C'est un parcours fascinant qui montre un mouvement continu vers de plus en plus d'abstraction. Un processus que le sociologue Georg Simmel appelait la dématérialisation. Au tout début, on avait la monnaie marchandise, des objets qui avaient une valeur en eux-mêmes, comme du bétail ou des coquillages. Puis on est passé aux métaux précieux, comme l'or, c'était déjà plus pratique. Ensuite, la grande révolution du billet de banque, qui n'est au fond qu'une promesse de paiement. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de notre monnaie est scripturale. Ce ne sont que des lignes de code, des écritures dans les serveurs des banques. À chaque étape de cette histoire, la valeur matérielle a diminué et l'importance de la confiance, elle, n'a fait qu'augmenter. D'accord, mais si la plupart de la monnaie est devenue invisible, comment les banques centrales et les économistes font-ils pour la mesurer, pour la suivre? C'est une question absolument cruciale pour piloter l'économie. Eh bien, la réponse, c'est un outil un peu technique qui s'appelle les agrégats monétaires. Pour se les représenter, l'image des poupées russes est parfaite. Chaque agrégat, chaque poupée, contient une autre poupée plus petite et plus liquide. La plus petite poupée, c'est M1.
C'est l'argent qu'on peut dépenser tout de suite, les pièces, les billets dans notre portefeuille et l'argent sur notre compte courant. C'est l'argent du quotidien. La poupée du milieu, M2, eh bien elle contient M1 et on y ajoute l'épargne facilement accessible, comme un livret A. Et enfin, la plus grande poupée, M3, englobe tout le reste, y compris des placements financiers un peu plus complexes. On va donc du plus liquide, du plus disponible au moins liquide. Et ce graphique le montre de façon éclatante. Regardez à quel point nos paiements sont dématérialisés. La carte bancaire et les virements dominent tout. La monnaie physique, celle qu'on peut toucher, ne représente en fait qu'une toute petite fraction de la monnaie qui circule réellement dans notre économie. C'est fou quand on y pense. Mais alors, pourquoi mesurer tout ça avec autant de précision? La raison principale, c'est pour maîtriser l'inflation. La Banque centrale doit s'assurer que la quantité de monnaie en circulation est cohérente avec la quantité de biens et de services produits. S'il y a soudainement beaucoup trop de monnaie pour la même quantité de choses à acheter, eh bien mécaniquement, les prix grimpent. C'est la fameuse image de l'hélicoptère monétaire. Si on se mettait à jeter des billets depuis le ciel, la seule chose qui augmenterait, ce seraient les prix. Au final, tout ce parcours nous ramène à une idée assez vertigineuse. La monnaie, ce n'est pas un objet. C'est un contrat social invisible, une pure construction de notre esprit, une croyance collective. Et ça laisse une dernière question en suspens. Si tout notre système économique mondial repose sur cette simple confiance, qu'est-ce qui la rend si solide? Et qu'est-ce qui pourrait un jour la faire vaciller?